Salut à tous les sérivores, on arrive en fin d'année et il est temps de faire le traditionnel top série de 2025. Une année assez intense entre des nouveautés hyper ambitieuses, des mini-séries hyper soignées et quelques vraies surprises. J'ai d'ailleurs eu pas mal de difficultés à faire ce classement. Comme toujours, je pose les règles, c'est évidemment mon top, c'est pas la vérité absolue, j'ai sûrement raté des trucs et oublié des pépites, c'est le jeu évidemment. Par exemple, il n'y aura pas de Stranger Things, tout simplement parce que la vidéo est tournée avant la fin de la saison 5, et on va aussi se concentrer uniquement sur les nouvelles séries de 2025, donc pas de Severance saison 2 par exemple, pas de Fondation saison 3, pas d'Andor ou encore de The Last of Us pour leur saison 2, même si ces séries étaient évidemment excellentes. Et surtout, ce classement, il reflète ce qui m'a marqué moi, ce qui est resté dans ma tête et ce qui m'a fait trembler ou réfléchir cette année. En tout cas, les règles étant posées, partons maintenant peut-être d'abord sur les séries qui auraient pu mériter d'intégrer ce top, mais qui malheureusement n'y seront pas. J'ai notamment 3 séries en tête qui auraient pu rentrer dedans avec un petit quelque chose en plus, mais qu'elles n'ont malheureusement pas eu. Il fallait bien faire des choix et je les ai faits. Je parle donc en premier lieu par exemple d'Astérix et le combat des chefs sur Netflix. C'était super drôle, super propre, une vraie réussite française, mais l'animation c'est juste pas ce que je préfère et du coup je l'ai éliminé de ce top. On a aussi eu Chad Powers par exemple, pas mon style non plus avec cette comédie sur le football américain et pourtant je dois dire que ce fut un vrai plaisir de le regarder. Et enfin dernière mention honorable, Indocile et Death by Lightning, elle aussi sur Netflix, des petites séries bien sympas, pas parfaites mais bien ficelées, qui auraient pu prétendre à rentrer dans mon top 10, mais qui vont rester juste à l'écart. Dommage pour elles. Maintenant qu'on a posé tout ça, on démarre du numéro 10 jusqu'au numéro 1. En 10e position, Dexter Resurrection reprend là où New Blood laissait tout en plan en partant sur une idée simple. Dexter n'est pas mort, il réapparaît à New York après un long coma, sans repère, sans identité et sans la moindre envie de redevenir celui qu'il était. La série prend vraiment le temps de poser cette nouvelle version du personnage. Un type qui essaye de repartir de zéro, qui travaille discrètement comme chauffeur de taxi, qui se mélange à la foule et qui fait tout pour ne plus attirer l'attention. Mais comme toujours avec Dexter, il suffit d'un détail pour que tout recommence à déraper. Ici, ce sont des meurtres étrangement proches de son ancien mode opératoire, de scènes de crime avec des signatures que seul lui peut comprendre. Il comprend d'ailleurs très vite qu'il n'a pas affaire à un hasard, que quelqu'un quelque part imite ce qu'il faisait autrefois. Cette idée crée un vrai décalage. Dexter n'est plus le chasseur sûr de lui qu'il a été pendant des années. C'est quasiment l'inverse. Il ne sait plus comment agir, il doute, il n'a plus la maîtrise de rien, et de cette façon, on ressent toutes ces décisions de façon vraiment intéressante. C'est un Dexter plus humain, plus fragile, parfois même dépassé, et la série s'appuie beaucoup là-dessus. Le décor change aussi, avec un New York qui n'a rien à voir évidemment avec Miami ou la petite bourgade gelée de New Blood. C'est une ville énorme où il n'est qu'un inconnu parmi des millions, ce qui renforce encore une fois ce côté différent. Et en parallèle, il y a toujours cette question de Harrison qui plane au-dessus de chaque épisode. Est-ce qu'il doit refaire surface? Est-ce qu'il doit assumer ce qu'il lui a fait? Est-ce qu'il peut encore être un père ou est-ce qu'il doit mieux faire, notamment disparaître? Ce retour n'est pas parfait bien entendu, mais il est plus réussi que ce à quoi je m'attendais. Il y a encore des raccourcis scénaristiques et des moments où la série se repose un peu trop sur la recette connue, mais globalement, ça tient la route. On retrouve bien l'ambiance, on retrouve la tension crédible et on retrouve surtout un Dexter un peu moins super-héros du crime et beaucoup plus hésitant, ce qui le rend paradoxalement plus intéressant. Pour un revival qui avait tout pour se planter, ce Resurrection s'en sort avec une vraie cohérence et une bonne dose de sincérité. Rien d'incroyable, mais largement assez pour rentrer dans ce top 10. En 9e position, Chief of War se déroule à la fin du XVIIIe siècle à Hawaï, à une époque où les îles ne sont pas encore un seul royaume. La série va suivre Kaehana, un chef guerrier qui revient chez lui après avoir voyagé et qui se retrouve pris dans les rivalités politiques entre les différents clans et le point de départ est clair. On cherche ici à unifier les îles, mais chacun a ses visions, il y a des alliances, des trahisons, et Kaehana se retrouve au milieu, partagé entre loyauté, ambition et instinct de survie.
La série pose très vite son cadre, des guerres de territoire, des stratégies, des traditions locales et un vrai regard sur la culture hawaïenne sans la rendre trop folklorique. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le show ne raconte pas d'ailleurs cette histoire comme une fresque héroïque pleine de grands moments épiques, mais plutôt comme un conflit compliqué où personne n'a jamais vraiment raison et où tout se joue dans les décisions du moment. Kayana n'est pas un leader parfait, il tâtonne, il change d'avis, il se trompe et c'est justement ce qui le rend vraiment intéressant à suivre. La série d'ailleurs se concentre autant sur les discussions tendues que sur les batailles et c'est ce mélange qui lui donne de la consistance. Alors oui, parfois le rythme s'étire un peu, il y a certaines scènes qui ont tendance à ralentir plus que nécessaire le propos, mais l'ensemble est cohérent, solide et surtout respectueux de ce qu'il raconte. On sent que Jason Momoa, qui est à l'origine de tout ça, a voulu quelque chose de sérieux sans surdramatiser. Et au final, ça donne une série historique simple à suivre, mais jamais bête, qui se concentre sur les enjeux humains plutôt que sur le grand spectacle. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans mon top, pas parce qu'elle cherche à impressionner, mais parce qu'elle est cohérente du début à la fin. En 8e position, on a Mobland, où on suit plusieurs types coincés dans un milieu mafieux où personne n'a vraiment de bonnes options. C'est le genre d'endroit où chaque choix te coûte quelque chose, où les alliances tiennent parce qu'il faut bien s'y tenir, et où tout le monde sait pertinemment que ça peut exploser du jour au lendemain. La série pose ce cadre sans forcer, juste en montrant des gars qui avancent dans un quotidien tendu, avec un mélange de violence contenue et de résignation. Ce qui ressort vraiment d'ailleurs de la série, c'est l'usure des personnages, justement. Que ce soit Tom Hardy qui joue ce criminel qu'on sent à deux doigts de la rupture, ou d'autres figures du milieu, tous portent leurs décisions passées comme un poids mort accroché à leur cheville. Il n'y a pas besoin de grands discours là-dedans, on a des regards, des silences, des petits moments qui suffisent à montrer que personne n'est vraiment maître de la situation. On n'est pas dans une série qui enjolive quoi que ce soit, encore une fois, c'est précisément ce réalisme-là qui m'a accroché, et Mobland ne cherche pas non plus de scènes iconiques ou de punchline à retenir. Elle s'installe plutôt dans une tension qui monte lentement, presque sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et quand ça dérape, c'est plutôt brutal, c'est chorégraphique, et la mise en scène est plutôt stylisée. Alors oui, c'est un peu sec, c'est direct, et c'est exactement ce qui rend le résultat assez crédible. C'est une série qui nous laisse dans une ambiance lourde, parfois inconfortable, mais toujours assez juste, et c'est pour ça aussi qu'elle a sa place dans ce top, parce qu'elle raconte ce monde sans la moindre couche de vernis. En 7e position, on va retrouver Smoke, un polar centré sur une série d'incendies criminels dans le nord-ouest des États-Unis. La série va suivre Dave Goodson, un enquêteur spécialisé dans les feux, et Michelle Calderon, une policière qui reprend l'enquête alors que les incendies s'enchaînent sans qu'on comprenne vraiment le lien entre eux. Au début, ça ressemble à des faits divers sans grande cohérence, mais plus l'enquête avance, plus ça devient évident qu'on a affaire à deux pyromanes distincts, chacun avec leur raison et leur manière d'agir, ce qui complique d'ailleurs le travail d'investigation. Smoke pose rapidement ce décor, on a une région qui est en tension, des habitants qui paniquent et des enquêteurs qui naviguent entre pression publique, politique et usure personnelle. Ce qui caractérise vraiment la série, c'est son ambiance assez lourde. Elle n'est pas rapide, elle préfère plutôt installer un malaise progressif, une fatigue qui colle au personnage comme au spectateur. On suit des gens cabossés, pas des super héros de l'investigation. Ils se trompent, ils doutent, ils passent à côté d'indices, ils reviennent sur leurs pas, peut-être pas pour rien d'ailleurs. Smoke avance par petites touches, par observation, par recoupement, et ça lui donne une vraie crédibilité. Les scènes d'incendie, quant à elles, sont bien présentes, elles ne sont pas là pour faire du spectacle, et malgré tout, elles impressionnent. Elles montrent au contraire le danger, la réelle panique, la confusion. On peut lui reprocher d'ailleurs un rythme parfois un peu trop étiré à cette série, ou quelques choix un peu trop attendus, mais globalement elle propose quelque chose de cohérent qui tient la route et qui change des thrillers qui veulent aller trop vite. C'est une série d'atmosphère, avec une vraie tension psychologique, une enquête qui prend son temps et des personnages qui évoluent dans un environnement où rien n'est jamais simple. Et c'est cette approche un peu plus rugueuse, un peu plus brutale qui lui donne sa place dans ce top.
En sixième position, on va parler de À l'aube de l'Amérique, qui nous plonge en 1857 au moment d'un conflit brutal entre différents groupes de colons, de communautés mormones et de populations autochtones autour du contrôle des terres de l'Ouest américain. L'histoire suit une mère, Sarah, et son fils qui fuient un passé douloureux pour tenter de rejoindre leur père qui est en Californie. En chemin, ils croisent un trappeur solitaire, Isaac, ainsi qu'une jeune indienne en fuite et se retrouvent entraînés malgré eux dans la violence et la tragédie déclenchée par des milices, des conflits de foi et des affrontements pour la survie sur un territoire sans réelle cohérence. La série ne cache rien, entre massacres, trahison, colonisation, pression religieuse et raciale, c'est une fresque sans concession. On y voit la faim, le froid, la barbarie, mais aussi des personnages fatigués, blessés, qui tentent de garder un peu d'humanité malgré tout. Les rebondissements ne sont pas construits pour faire du spectacle léger. Ici, la survie, le désespoir, la douleur, tout ça c'est permanent. La série montre un espèce d'ouest américain brutal, sale, misérable, où chaque décision peut coûter des vies et chaque refuge peut devenir un piège. Ce que j'en pense, c'est que c'est une excellente mini-série et que c'est un western qui ne triche pas. Ça balance sur l'idéalisation des conquêtes de l'Ouest américain, on met tout ça à la poubelle et on nous rappelle qu'au contraire, dans ce monde-là, le vrai était sombre, cruel, sans pitié. Les personnages ne sont pas d'ailleurs des héros très lisses, ce sont des types brisés, des survivants, avec des blessures, visibles ou invisibles, des doutes, des traumas. Et ça, le récit est beaucoup plus crédible grâce à ça, beaucoup plus vrai. Oui, c'est violent bien sûr, mais c'est assez honnête et c'est rare dans ce genre. Et c'est ce qui, encore une fois, donne sa place dans ce top 10. En cinquième position, on a donc Task, une mini-série de crimes située dans la banlieue de Philadelphie qui part d'un postulat ultra simple. On va suivre l'agent du FBI Tom Brandis, interprété par Mark Ruffalo, et qui est rappelé sur le terrain après un drame personnel pour diriger une task force chargée de mettre fin à une vague de cambriolages violents menés par des hommes apparemment banals, Robbie Pendergrast, père de famille désespéré, et son collègue. Rapidement, ce qui semble être des larcins ponctuels prend une tournure bien plus glauque. Le trafic de drogue, les gangs, les bikers, la misère sociale, la violence. La série installe un climat tendu, sale, dur, un monde pas glamour où les choix sont souvent entre la survie et la ruine et où la frontière entre vengeance, justice et désespoir devient un peu floue. Ce qui m'a vraiment accroché dans ce Task, c'est cette capacité à être un polar de terrain, crasseux, cynique, viscéral, sans tomber d'ailleurs dans le spectaculaire gratuit. Les embrouilles sont réalistes, de dealers en recoins pourris, des familles qui essayent de s'en sortir, des types paumés, tentés par l'argent facile. Les personnages ont des failles, des dettes, des doutes, et c'est ce qui les rend crédibles, comme dans d'autres séries dont j'ai parlé précédemment. Tom Brandis n'est pas un super-héros, Robbie n'est pas un démon non plus, ce sont des types cabossés, ballottés par leurs choix, par leurs erreurs, par la société aussi autour d'eux. C'est cette humanité rugueuse mélangée à la tension de l'enquête qui donne de la force à la série. Après, c'est clair, Task n'évite pas tous les codes du genre. On a pas mal de violence, des drames familiaux, des dilemmes moraux, mais c'est amené avec beaucoup de finesse pour qu'on puisse y croire. Les moments de calme sont lourds, les relances sont brutales et certaines scènes cognent relativement fort. Ce n'est pas une série confortable, c'est le genre de polar qui nous laisse un goût amer mais qui nous colle à la peau. Et pour moi, dans ce top de 2025, c'est exactement le genre de série qui mérite d'être défendu. Au pied du podium, en quatrième position, on retrouve Adolescence sur Netflix. Ça commence fort cette série avec l'arrestation d'un gamin de 13 ans, Jamie Miller, arrêté le matin par la police, suspecté d'avoir tué une camarade de classe. Ce n'est pas juste un drame d'ado devenu trop violent, la série met en place un vrai mystère, un crime, une enquête, avec tout ce que ça implique. Culpabilité, pression sociale, médias, regard des autres, psychologue, interrogatoire, et la question est de savoir si cet ado est vraiment coupable ou s'il a été broyé par un contexte, par des influences, par les réseaux sociaux, par le harcèlement, un monde qui l'a mis dedans sans qu'il s'en rende compte. Tout est filmé dans des plans séquences, avec chaque épisode qui est presque un long plan caméra, ce qui nous colle véritablement dans la peau des personnages. On vit l'arrestation, on vit les doutes, on vit les interrogatoires, la peur, la confusion, il n'y a pas d'échappatoire visuel,
Pas de coupure confortable, non, on reste là et c'est ce qui rend l'expérience encore plus intense. La force de la série, c'est de nous montrer combien tout peut basculer rapidement quand on est un ado en 2025 et combien l'environnement, les influences numériques, la solitude, la pression du groupe peuvent faire basculer un garçon qui n'aurait jamais dû faire ce geste du mauvais côté. Jamie n'est pas un monstre, c'est un gosse paumé, influençable, en colère, mal entouré et c'est ce qui rend l'histoire vraiment perturbante. Adolescence ne cherche pas à nous donner des certitudes, elle pose des questions sur les responsabilités, la culpabilité, les influences, la violence, notre société et l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ça secoue, c'est parfois violent parce que ça nous ne laisse pas sortir, la mise en scène l'empêche et ça c'est vraiment bien. Ça cogne fort mais ça fait réfléchir et pour moi c'est ce mélange entre crime, enquête, malaise, réflexion sociale qui en fait une des séries les plus marquantes de l'année. Maintenant, on rentre dans le top 3 avec sur la 3e position The Pit, une série médicale qui se passe dans les services des urgences d'un hôpital de Pittsburgh pendant un seul et même shift de 15 heures. Toute la saison suit cette journée-là, comme 24 heures chrono à l'époque, heure par heure, avec Noah Wyle en médecin de garde qui doit gérer à la fois les cas médicaux ultra lourds, un service sous-staffé, du matos qui manque, des internes paumés et une administration qui fait clairement passer les chiffres avant les gens. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est encore une série médicale avec des urgentistes, mais ici tout est resserré, sous pression et construit comme un compte à rebours où tu n'as littéralement jamais le temps de souffler. Avec ses accidents, ses overdoses, ses violences domestiques, sa détresse psychologique et ses problèmes sociaux, eh bien tout s'enchaîne et c'est précisément ce que la série veut montrer. C'est une garde infernale dans un hôpital public américain en 2025. Ce qui distingue clairement la série, eh bien, c'est à quel point tout ça paraît authentique. Les urgences sont rarement montrées de cette façon aussi crue, aussi fatigante, aussi chaotique, sans tomber dans la caricature. Les médecins sont compétents mais épuisés, les internes font des erreurs et les patients ne sont pas là pour jouer la comédie. C'est dur, c'est parfois crade, c'est parfois limite insoutenable. Eh bien, tout ça sonne juste, malheureusement. Et malgré tout, il y a de vrais moments d'humanité aussi, de solidarité, de second degré entre collègues pour ne pas péter un câble. Ça reste une série, donc oui, certaines situations sont un peu chargées, certains dialogues sont peut-être un peu appuyés, mais l'ensemble est tellement bien joué et bien rythmé qu'on se laisse embarquer très facilement. Ça réussit en tout cas un truc rare, nous montrer qu'un hôpital c'est comme un champ de bataille, avec ses émotions, sa logistique, ses héros et ses victimes. Pour moi c'est clairement l'une des grosses séries de l'année et elle mérite largement sa place sur le podium, d'autant plus que ses thématiques eh bien, sont malheureusement pas uniquement valables aux États-Unis. En 2e position, on va parler d'une nouvelle série qui n'est pas encore terminée, Pluribus, qui est toujours sous diffusion au moment où j'enregistre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas directement à la première place dans mon top, parce que eh bien, ce Pluribus, c'est clairement une excellente série. Ce Pluribus, c'est le nouveau pari de Vince Gilligan, le gars derrière Breaking Bad ou encore Better Call Saul. C'est donc une série de science-fiction dystopique avec un son concept étonnant. Un virus global transforme presque toute l'humanité en une conscience collective heureuse, une espèce de ruche mentale où tout le monde pense pareil, ressent pareil, en apparence en tout cas. Dans ce chaos, une femme, Carol Sturka, eh bien, autrice de romans, est immunisée. Elle reste elle-même, elle a toute sa liberté de penser, mais aussi toute la responsabilité, parce qu'elle est sans doute le seul espoir de l'individualité face à ce bonheur imposé. Voilà le terrain, une humanité soudain unifiée dans le bonheur, la question du libre arbitre et une femme qui refuse de se fondre dans le moule. Pluribus ne se contente pas de son idée choc, la série explore ce que ça signifie psychologiquement et moralement. Ben oui, parce que ce bonheur collectif c'est un enfer pour quiconque ne pense pas de la même façon. Perte d'identité, souvenirs qui s'effacent, pression sociale maximale, conformisme oppressant. Carole navigue dans un monde où tout le monde est heureux, sauf elle, et cette solitude va la pousser à questionner le fondement même de ce paradis forcé. Le show ne cherche pas de spectaculaire pour faire avancer des zombies dégoulinants, non, ce ne sont pas des monstres, ce sont des voisins, des amis, des collègues.
gentil, souriant, aimable, et ça rend la menace encore plus flippante. Ce qui m'a vraiment accroché, c'est l'audace de la série. Ça mélange de la science-fiction, du drame, de l'allégorie sociale, mais sans tomber dans la caricature. Le personnage de Carol est construit avec nuance. Elle doute, elle souffre, elle résiste, elle titube, mais elle tient. La série ne te dit pas voilà le bon camp, au contraire, elle est plutôt détestable. Elle nous fait vivre le vertige d'accepter le confort et le bonheur collectif ou de se battre pour rester humain, imparfait, libre. Ça résonne aujourd'hui, et puis l'écriture, le rythme, le ton, tout ça fonctionne vraiment bien. Pluribus ne donne pas de réponse facile, c'est plus un reflet de ce qu'on pourrait devenir si on sacrifiait l'individu au profit d'un bonheur uniforme. Par moments, c'est oppressant, c'est parfois même vertigineux, parfois sale, et on en ressort chiffonné, mais bien vivant. Pour moi, Pluribus, c'est le genre de série qui prend un risque fou, le risque d'être perturbante, incomprise, dérangeante et qui sort du lot. Évidemment, ce n'est pas divertissement de façon facile, ce n'est pas feel good, mais c'est intelligent, c'est audacieux et c'est ce genre de production qu'on garde en tête longtemps après le générique. Et dans ce classement des tops de 2025, ça avait clairement sa place tout en haut du podium. Ça aurait pu avoir la première place, mais non, ce sera une autre série. Et oui, la première place sera pour Paradise, diffusé sur Apple TV, qui met en place dans un univers post-catastrophe des événements apocalyptiques où des survivants se sont réfugiés dans un bunker souterrain de type ville souterraine dans le Colorado. Dans ce refuge, censé offrir sécurité et stabilité, le président des États-Unis, censé être protégé, est assassiné. C'est là que l'agent du Secret Service chargé de sa sécurité, Xavier Collins, interprété excellemment par Sterling K. Brown, se retrouve accusé. Et à partir de ce meurtre, la série installe un climat de suspicion et de paranoïa. Les résidents influents, les puissants de ce nouveau monde semblent tous avoir des secrets, les alliances se font et se défont, la vérité se couvre de mensonges et la zone de confiance rappelle vite que même sous terre, tout peut exploser. Ce qui m'a vraiment accroché, c'est ce mélange entre thriller politique, huis clos tendu et dystopie. Le décor fonctionne comme un espèce de miroir brisé de nos sociétés avec la pression, les privilèges, les trahisons, la peur de ce qui n'est pas dans le cadre. La série ne nous vend pas quelque chose de simple et de manichéen. Elle nous montre au contraire des gens puissants, fragiles, tiraillés, loyaux et prêts à tout. Le personnage de Xavier Collins en particulier incarne ce tiraillement entre devoir, culpabilité, doute, le tout dans un univers censé protéger, mais qui en réalité broie tout. Le casting et l'ambiance ajoutent beaucoup. L'interprétation est solide, l'atmosphère est oppressante au bon moment et les rebondissements sont plutôt bien placés. Bien sûr, encore une fois, tout n'est pas parfait. On a un rythme qui pourrait un peu déplaire, certaines révélations qui sont lourdes et qui arrivent peut-être un peu tôt. Le mélange des genres entre thriller politique et dystopie ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est cette tonalité, moi, qui m'a plu. On a quelque chose de brut, de sombre et de marquant. Bref, Paradise, c'est le genre de série qui reste en tête après le générique, qui nous pousse à réfléchir sur le pouvoir, la vérité, la confiance, même dans un monde soi-disant protégé. Pour moi, c'est la plus complète, la plus audacieuse des séries de cette année 2025. C'est celle qui mérite la première place. Voilà pour ce top de 2025, une année franchement dense, pleine de bonnes surprises, quelques claques inattendues aussi, des projets ambitieux et parfois un peu tordus, mais surtout des séries qui ont tenté des choses. C'est ce que je retiens. En 2025, on a eu du risque, de la prise de position, du style, du malaise maîtrisé. Et même quand ça ne marche pas parfaitement, ça fait plaisir de voir des œuvres qui, ne jouent pas tout sur la sécurité. En tout cas, merci d'avoir suivi ce classement jusqu'au bout. Si tu as découvert une série au passage, tant mieux. Si t'es pas d'accord, encore mieux. Balance ton propre top en commentaire. Je vais aller voir ça. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, à laisser un like.